Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est RMS pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais parler, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, car je sais qu'il a eu beaucoup d'impact, beaucoup d'effets néfastes dans ma vie. Et même en ayant discuté avec des amis, des connaissances, etc., je sais que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes. Et dans cette vidéo, du coup, je vais parler de la procrastination. Pour bien structurer la vidéo, je vais la diviser en plusieurs étapes. On va tout d'abord parler de ce que c'est la procrastination, les effets néfastes que ça a dans nos vies, comprendre pourquoi on procrastine, et ensuite je parlerai des moyens mémotechniques ou bien des techniques que l'on peut employer pour justement la combattre au maximum. Et à la fin, je parlerai d'un livre qui m'a donné, je pense, les meilleures solutions pour traiter ce problème et qui en parle le mieux. C'est le livre Atomic Habits de James Clear. Alors la procrastination, qu'est-ce que c'est? La procrastination, c'est le fait de remettre les tâches qu'on doit faire sur un jour défini à plus tard. C'est-à-dire, par exemple, si je dis que je dois aller à la salle de sport aujourd'hui, mais que je repousse la chose, je me dis, ah, j'irai demain, je suis fatigué, etc., etc. Là, on peut dire que je procrastine. C'est le fait de justement constamment remettre les choses au lendemain ou à un autre jour. Et souvent, en remplaçant cette activité qu'on s'était engagé à faire par des choses beaucoup plus futiles ou beaucoup plus agréables pour nous sur le coup, mais qui ne nous rend pas productifs en fait. Et pour moi, c'est ça le problème. Ça crée un manque de productivité et on peut perdre énormément de temps à procrastiner et au final ne même pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Des fois, on peut même justement rendre le travail, mais un travail bâclé qui ne reflète pas notre talent, qui ne reflète pas notre potentiel. Et tout cela, par effet boule de neige, ça peut créer aussi des problèmes de confiance en soi. Car on peut se donner des promesses, on peut être quelqu'un, on va dire, d'ambitieux, qui a des objectifs, etc., etc. Et si tu procrastines, ça va créer une frustration car tu n'auras pas atteint ton plein potentiel. Et tu sais que tu aurais pu réussir, tu sais que tu aurais pu atteindre ces objectifs-là, mais le fait d'avoir procrastiné, tu n'as pas pu fournir un bon travail, fournir le travail qui reflète le mieux tes qualités. Alors on a le droit de se poser la question, quelles sont les raisons de la procrastination? Pourquoi on procrastine si ça nous retarde autant dans nos objectifs? Moi je pense qu'une des raisons qui peut même être une des plus communes, je pense que ça peut être le perfectionnisme et la peur de l'échec. Si je prends exemple sur moi-même, avant de commencer à faire des vidéos, faire ce type de vidéos, j'ai énormément procrastiné car je cherchais toujours les conditions parfaites. Avoir la caméra parfaite, le script parfait, le setup parfait. Mais en vrai, la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment parfait, à part maintenant. Le vrai moment parfait, c'est de commencer maintenant. Je dis pas que c'est pas bien de prendre le temps de planifier ses projets, de les structurer, mais il faut qu'il y ait de l'action. Parce que le temps que tu perds à repousser sans cesse, sans cesse, sans cesse, c'est du temps que tu perds, que tu aurais pu utiliser pour tes objectifs, tu aurais pu avancer beaucoup plus vite. C'est surtout ça le problème. Sur tes projets, l'une des choses les plus importantes, c'est avoir une vision long terme. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'au final, tu vas apprendre et progresser. Il y avait une phrase qui est assez connue de Michael Jordan, où il disait que j'ai raté encore et encore dans ma vie, c'est pour ça que j'ai réussi. Et pour moi, ça, c'est l'un des meilleurs exemples parce que ça montre que l'échec, l'imperfection, c'est inévitable si tu veux réussir. C'est inévitable. Et c'est une des choses les plus importantes que tu dois retenir. Aussi, un des autres problèmes, c'est les distractions. Et si tu gères mal ton temps aussi, souvent je vais parler des deux parce que je trouve que c'est assez lié. Parce que au final, tes distractions peuvent faire que tu gères mal ton temps. Et inversement, si tu gères mal ton temps, tu peux te chercher à te distraire. Dans le cas des distractions, je pense que le pire, c'est le téléphone. C'est le téléphone et le pire problème du téléphone, je pense, c'est surtout les notifs. Parce que par exemple, tu peux être concentré sur ta tâche, etc., etc., tu travailles. Et le simple fait de, je sais pas, tu reçois une notif sur Insta, WhatsApp, que ce soit même un vibreur, hein, que ce soit même en vibreur, le simple fait que tu entendes le téléphone, ou même que tu la vois visuellement, ça peut te déconcentrer. Et même si tu touches pas, enfin tu mets pas la main sur ton téléphone directement, tu vas penser à la notif, tu vas dire
qui a dû m'envoyer un message. Il va avoir une certaine peur de... Peut-être une certaine peur de manquer quelque chose, en fait. Et ça, tout ça, c'est des choses qui sont néfastes et qui peuvent te sortir de ta concentration, du coup. Une autre raison, ça peut être un espace de travail qui est mal rangé et mal organisé. Il y a des études qui montrent que le désordre visuel surcharge le cerveau, augmente le stress et nuit à la productivité. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un bon espace de travail rangé, où il y a peu de choses. En tout cas, moi, sur moi, je l'ai vu que moins il y avait de choses, d'objets autour de moi, mieux j'arrivais à me concentrer. Tes proches aussi, sans le vouloir, peuvent être une distraction. C'est-à-dire que si tu ne vis pas seul, c'est pas un cas isolé où tu es là, tu es en train de travailler dans ta chambre et il y a ta mère, un membre de ta famille ou bien un coloc qui vient, qui te sort de ta concentration, entre guillemets. C'est pour ça que je pense que si on peut, si c'est possible, travailler dans un espace. Par exemple, si tu es beaucoup dans les travails de bureau, etc., ou bien scolaire, je pense que c'est important d'aller dans des espaces comme les bibliothèques, où le fait que justement tu vois des gens qui lisent, qui travaillent, etc., ça te mettra dans un mood où tu pourras un peu mieux te concentrer pour continuer à travailler calmement. Quand tu as la mauvaise gestion de ton temps, ça peut aussi être causé par les distractions, et je pense que ça traduit surtout un manque de clarté sur les objectifs. Par exemple, si tu aimerais courir un marathon, imaginons, tu as 3 mois pour te préparer. Si tu ne définis pas d'objectif, de temps de course, si tu ne suis pas ta progression de ton temps de course, etc., tu risques de mal gérer ton temps d'entraînement, de soit te surentraîner, soit te sous-entraîner, et tu risques le jour J de sous-performer, tu risques même d'être fatigué et te blesser. Mais si, imaginons, tu te donnais un temps. Par exemple, je dois le courir en 4 heures, un exemple. Et que à chaque fois que tu t'entraînes, tu essaies d'optimiser ce temps. Tu pourras bâtir tes entraînements autour de ça et éviter tes efforts gaspillés et tu optimiseras systématiquement tes chances de réussite. Pour finir, je vais maintenant vous parler du livre Atomic Habits, Un rien peut tout changer de la version française. Je vais vous dire ce que j'en ai retenu et pourquoi selon moi c'est une référence sur ce sujet. J'ai appris avant tout de ce livre que l'être humain est un être d'habitude et que les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, façonnent très souvent la direction dans laquelle on prend, que ce soit dans nos objectifs ou professionnellement parlant, etc. Et pour tirer le meilleur avantage de cette nature, le meilleur à faire, c'est de rendre les bonnes habitudes agréables et les mauvaises désagréables. Un peu comme l'exemple que j'avais donné du téléphone qu'on met loin, pour éviter justement la mauvaise habitude de le prendre pendant qu'on travaille. Il faut donc, pour contrer tout ça, se façonner des bonnes habitudes. Et le livre nous donne 4 étapes pour former une bonne habitude. L'étape numéro 1 correspond au signal. C'est un peu le signal déclencheur qui va faire en sorte que tu commences l'habitude. Comme exemple, peut-être, il y a pas mal de gens, je sais, qui font ça, qui ont le café le matin, quand ils se réveillent. Ils ont associé le café du matin à la routine du début de travail. C'est-à-dire, la personne va prendre un café, après elle va se mettre au travail. Et le but du signal, c'est vraiment ça, c'est de pas forcément greffer une première habitude, mais greffer ce signal justement. Comme ça, il est lié à l'action et à l'habitude que tu souhaites réaliser. À toi de trouver la tienne, celle qui sera le plus adaptée et celle qui paraît aussi le plus évidente pour toi. La deuxième étape correspond à l'envie. Et pour illustrer cet exemple, je vais vous parler de l'époque où je m'entraînais l'été au basket. Je devais avoir 16-17 ans et je me levais à 6-7 heures du matin pour aller m'entraîner. Et quand je me levais le matin, j'avais un poster sur mon mur là, un poster de Derrick Rose. Pour ceux qui connaissent, c'est un ancien joueur de basket. Il dunkait sur le poster et je me rappelle qu'à l'époque, mon but c'était de dunker. Donc je m'entraînais tout l'été, je travaillais ma détente, je travaillais mes appuis, je travaillais plein de choses athlétiquement parlant. Et le voir en fait le matin, c'était... car il avait tellement un niveau excellent en fait que ça me donnait envie d'atteindre un jour ce niveau, quoi. Et du coup, c'était une source de motivation en plus pour aller m'entraîner. Pour renforcer l'habitude, il faut la rendre attractive. Si je te donne un exemple, c'est si tu souhaites aller à la salle, tu
tu peux écouter de la musique, tu peux écouter un podcast, un truc que tu aimes. Comme ça te permettra aussi de profiter de quelque chose que tu aimes et l'associer au fait d'aller t'entraîner. L'étape numéro 3, c'est l'habitude en elle-même, en fait. C'est celle que tu veux créer. Quand tu débutes, en fait, c'est important que tu facilites l'action en la rendant simple et accessible. Il faut toujours commencer petit. Si par exemple tu veux commencer à lire des livres, tu peux commencer par lire 2-3 pages. Ça va réduire un peu ta résistance au fait de commencer. Parce que peut-être que tu dois te dire, ouais, si je commence un livre, il faut que je lise 10 pages, il faut que je lise 15 pages, etc., etc. Tout de suite, on va penser que l'action va forcément être longue. Alors que commencer petit peut petit à petit renforcer ton habitude. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas commencer par lire 2 pages, et le lendemain, 3 pages, ensuite 4, 5, etc., etc. La dernière étape, ça correspond à la récompense. Comme je l'ai déjà dit, il est important que tu associes la tâche à un plaisir. Et le fait de te récompenser à la fin, ça va fortifier ton envie de l'accomplir. Si je poursuis l'exemple du livre, une fois que tu as lu tes pages de livre, tu peux très bien te poser tranquillement et regarder une série, ou aller manger avec tes amis. Faire quelque chose qui te plaît amplifiera ton envie de faire cette tâche. Et c'est ça le but justement, qu'elle devienne automatiquement agréable. Comme ça, tu auras plus de plaisir à la faire et tu arriveras à mieux avancer. Voilà mon analyse sur la procrastination et pour moi les meilleures solutions pour la limiter au maximum. J'ai essayé d'être le plus complet possible. C'est mon premier vrai podcast, première vraie vidéo longue. Et j'espère avant tout que cette vidéo, elle a pu apporter de la valeur, elle a pu aider au moins une personne. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager, commenter. Et je te dis à plus tard.